Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour ces chroniques Melsion pour l'entrepreneur tous les vendredis 10h30 en direct. Nous essayons de partager avec vous des idées qui nous semblent importantes, intéressantes à intégrer dans votre réflexion du week-end. Mais vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Et là, vous pouvez consommer ces chroniques comme vous le souhaitez, en podcast, en faisant du vélo ou bien simplement en prenant quelques minutes pour réfléchir. Michael, tu vas nous parler du SWOT. Tout à fait, le Eh fameux bien SWOT, alors, l'immortel SWOT. Donc le SWOT, non, il n'est pas tout à fait mort. C'est vrai qu'il n'a pas que des partisans. Le SWOT, c'est un outil bon qui est un peu ringardisé. Il a pas loin de 60 ans. Certains leveurs de fonds interdisent à leurs clients de l'utiliser dans leur pitch. Effectivement, c'est pas l'outil le plus hype. Et puis en plus, et ce n'est pas un de ses moindres défauts, il ne fait pas partie de la boîte à outils Melsion. Alors, on l'appelle parfois analyse ou matrice SWOT ou synthèse SWOT. Il provient d'une étude qui a été réalisée dans les années 60 à Stanford et qui examinait les entreprises les plus prospères aux US. Et bah, c'est comme plus ou moins tout le monde le sait, une des méthodes d'analyse qui permet d'identifier les facteurs, à la fois les facteurs internes et les facteurs externes, qui sont favorables ou au contraire défavorables au développement et au succès de l'entreprise. Alors, c'est l'acronyme de mots anglais qui sont pas les plus faciles à prononcer. Donc, strengths, les forces, weaknesses pour les faiblesses, opportunities pour les opportunités, ça c'est plus facile, et threats pour les menaces. Alors, il existe de nombreux modèles plus ou moins comparables et chacun a ses adeptes, hein, l'analyse Pestel, mais on en parlera aussi en combinaison avec le SWOT un petit peu plus loin. Le modèle des cinq forces de Porter, l'océan bleu, la matrice BCG, en fait, un certain nombre comme ça de modèles qui ont été développés soit dans les universités américaines, soit par les grands cabinets de conseil en stratégie. Alors, on n'a jamais réussi à le traduire, le SWOT. On a essayé de le rebaptiser FFPM, FFOM. Je vous laisse découvrir toutes ces tentatives pour essayer de le franciser. Le MOF pour finir. Tout ça sonne quand même assez mal et il y a aucun de ces acronymes francisés n'a percé à part le FFPM au Québec. Alors les applications, on sait tous donc plus ou moins que c'est un outil qui permet de faire un point stratégique avant de prendre une décision importante, avant de lancer un produit, mais aussi pour modifier le positionnement d'un produit, d'un service, pour changer une solution technique, enfin un petit peu appliqué à tout, développer son implantation à l'étranger, lever de l'argent, gérer une acquisition, fusionner avec une autre entreprise, et la liste n'est pas exhaustive. Mais effectivement, quand c'est utilisé de manière extrêmement globale, générale, sur tout ce qui a trait à l'entreprise, à un moment quelconque de son existence, c'est souvent moins intéressant. Au démarrage, ça peut être intéressant de l'utiliser de manière générale pour tous les aspects de l'entreprise. Alors, en général, on présente la matrice comme on le voit à l'écran. Alors, on comprend évidemment la partie positive à gauche, la partie négative à droite, et comment dire, les concepteurs, ou en tout cas les exégètes du SWOT ont considéré que la partie haute, c'était des éléments d'origine interne, alors que opportunités menaces sont d'origine externe. Moi, je trouve pas ça totalement convaincant. Il peut y avoir des opportunités et des menaces, notamment des menaces internes. Ça peut être des tensions entre associés, ça peut être des risques d'erreur de choix technologiques, ça peut être finalement des choses qui à un instant T se passent très bien, mais qui peuvent porter, je dirais, en germe des risques à terme. Alors si on le présente comme ça, moi je préfère mettre les opportunités en haut à droite, voilà, tourner plutôt vers l'avenir, et puis les faiblesses qui remplacent les opportunités, voilà, qui sont sur la partie gauche, et plutôt de nature à plomber un petit peu a priori les perspectives de l'entreprise.
Mais on n'est pas obligé, surtout si on considère que les menaces et les opportunités n'ont pas forcément d'origine externe, tout simplement le présenter comme ça. Et donc à ce moment-là, ça devient tout simplement une grille avec ces quatre dimensions, force, faiblesse, opportunité, menace, qu'on va appliquer à toutes les dimensions internes de l'entreprise de la manière la plus exhaustive possible, ou en tout cas selon euh, le sujet qu'on veut traiter, et les dimensions externes. Et donc, on va évidemment se poser un certain nombre de questions qui vont diriger la réflexion. Les forces qu'on fait bien, la valeur ajoutée, les ressources dont on bénéficie, les actifs, évidemment, tout ça fait partie des forces. Les faiblesses, est-ce que les autres font mieux, les limitations que l'on a, qu'elles soient financières, qu'elles soient en termes de compétences. Et puis ensuite les opportunités, voilà, euh, la notion de marché, la notion d'espace concurrentiel, la communication, etc., etc. Et puis les menaces, évidemment, tout ce qui peut se profiler en termes de changement sur le marché. Mais on va le voir, il y a bien d'autres dimensions à examiner. Alors, comment est-ce qu'on l'utilise? Donc, comme on l'a dit, au lancement d'une entreprise, on va avant de prendre une décision importante. Donc, on va faire fonctionner l'intelligence collective, réunir dans une pièce plusieurs personnes, pas trop non plus, deux, trois, quatre, cinq maximum, et idéalement issus de métiers ou de formations différents, selon, là encore, ce que l'on veut traiter. Et donc, on va démarrer par une réflexion individuelle ou par petits groupes, chacun individuellement ou par groupe de deux ou trois vont plancher effectivement sur ce qui, selon eux, constitue les principales forces faiblesses, opportunités et menaces. Et puis ensuite, on va aborder la phase de synthèse. Donc, si on détaille ces trois phases, donc pour chacun des quatre secteurs, il faut encore les forces faiblesses, opportunités et menaces. Donc, on va passer en revue toutes les dimensions de l'entreprise et on va mettre ça, par exemple, sur des post-it. Et puis, on va relancer aussi la recherche sur les angles morts. Donc, la fameuse parabole du réverbère, hein, le type qui passe la nuit et qui voit quelqu'un sous un réverbère en train de s'affairer et qui lui demande qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et l'autre lui dit je cherche mes clés, mais vous savez où elles sont, vous savez qu'elles sont sous ce réverbère. Lui il dit non, pas du tout, mais c'est le seul endroit où je peux y voir quelque chose. Donc les angles morts, ça veut dire par exemple se poser des questions comme si dans 5 ans on avait échoué, à quoi rétrospectivement ça pourrait avoir été dit. Et donc essayer d'aller chercher effectivement en dehors de ces réflexes plus ou moins conditionnés de réflexion. Donc voilà, en général, il y a un animateur qui va faire fonctionner cet atelier. C'est lui qui va relancer pour aller chercher un petit peu au-delà des habitudes. Ensuite, on va classer ces post-it, évidemment par thème. Il y en a qui vont se recouper, puis il y en a qui vont être plutôt isolés. On va discuter pour retenir et classer idéalement, pas tellement plus de quatre ou cinq items principaux sur lesquels on se sera mis d'accord. Donc, si effectivement il y a par exemple une faiblesse qui est énoncée que par l'un des participants, bon, si les autres la reprennent pas du tout à leur compte, c'est peut-être que c'est pas si important. Si celui qui effectivement avait détecté ce qui selon lui est une faiblesse, s'il arrive à convaincre les autres en apportant un éclairage, eh ben effectivement, finalement, le groupe va décider si on retient ou pas cet item pour les faiblesses en l'occurrence. Et puis on va ensuite les hiérarchiser en essayant de voir voilà quelle est la plus importante à celle qui le sera moins. Et puis après, on peut enclencher une discussion, et puis c'est ça qui va devenir intéressant, c'est de se dire, voilà, pour chacun de ces items que l'on a retenus, sur lesquels on s'est mis d'accord, on fait quoi? Eh ben, les forces, on va se poser la question, comment bien les exploiter, comment bien les développer, comment corriger les faiblesses ou au contraire les assumer ou les masquer vis-à-vis de l'extérieur.
Les opportunités, bah, là, bien entendu, comment est-ce qu'on va pouvoir les exploiter au maximum? Et puis les risques, bah voilà, pas de surprise, comment les anticiper, les prévenir, les minimiser. Simplement, c'est un exercice qu'on n'a pas forcément l'idée de faire une fois qu'on a fait son SWOT, mais c'est évidemment ça le plus intéressant puisque là, on passe en mode action et on va en définir des plans d'action. Donc l'idée, c'est de faire une approche à 360 degrés. On va croiser les quatre angles, force, faiblesse, opportunité et menaces avec toutes les dimensions de l'entreprise, comme on a vu interne, que ce soit les RH, la production, les finances, le marketing, les ventes, la tech, enfin tout ça. Et puis pour ce qui va être d'origine plutôt externe, on peut bah, s'inspirer de Pestel et examiner bah, le contexte politique qui est changeant, économique, socioculturel, les innovations technologiques, les ruptures, etc. Sur le plan environnemental, est-ce qu'il y a aussi ça peut être aussi bien des opportunités que des contraintes réglementaires, par exemple, et évidemment le légal. Donc tous ces éclairages-là, appliqués à chacun des secteurs de l'analyse SWOT, va s'avérer assez riche et finalement à 360 degrés sur l'entreprise ou sur la problématique qu'on examine. Donc par exemple, appliquer la dimension juridique, bah, on pourra se mettre dans les forces qu'on a un excellent cabinet d'avocats. Bah, dans les faiblesses, par exemple, bah, on a pour l'instant déposé une marque uniquement européenne, alors qu'elle a vocation à aller au-delà. Dans les opportunités, il y a une nouvelle réglementation imminente qui peut nous impacter à suivre euh, pour l'exploiter. Et puis enfin, dans les menaces, bah, il y a un litige qui traîne depuis un petit moment qui pourrait partir en contentieux. Voilà, uniquement pour illustrer de quelle manière uniquement la partie juridique peut s'appliquer sur ces différentes dimensions. Donc voilà un exemple. Si on prend les faiblesses qui manquent à votre entreprise, bah, c'est peut-être une marque forte. Bah, une fois qu'on a dit ça, on se dit qu'on va peut-être essayer de trouver une agence pour travailler sur l'identité de marque. Ce que les concurrents font le mieux, bah, le SAV, bah, on va mettre en place une équipe projet pour être à la hauteur de ce ce qu'attendent les clients sur ce plan. Les ressources sont limitées, on peut pas investir comme on le voudrait. Ben, on va demander la direction financière de travailler sur un projet de crédit, sur une demande de financement. Et puis enfin, bah, on n'a qu'une offre client. Bon, est-ce que vraiment c'est une faiblesse? Là, c'est évidemment une problématique à challenger un peu dans tous les sens. Et si oui, bah, étudier les opportunités liées au marché, liées à nos points forts, nos produits, nos clients, etc. Donc en conclusion, ce n'est certes pas l'outil le plus innovant ni le plus hype, mais il reste un bon support et une grille d'analyse efficace, à condition de bien l'utiliser et aller au bout de la réflexion. Donc c'est voilà, plutôt que de partir dire bon, on va faire un point stratégique ou on va s'intéresser à telle ou telle dimension d'entreprise, au moins ça offre une méthodologie et c'est ça qui me paraît intéressant, sachant que évidemment ce n'est ni la seule ni forcément la meilleure pour toutes les utilisations. Et donc, ben, n'hésitez surtout pas à l'utiliser, mais plutôt à usage interne, puisqu'effectivement, l'environnement de l'entreprise peut trouver que l'outil est un petit peu old school. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Michael. Et en préparant ces chroniques, nous avons eu l'occasion de parler de cet outil. Et chez Melchior, c'est un outil qu'on n'aime pas trop. Peut-être on peut expliquer pourquoi. Alors, c'est pas parce qu'il est en soi inintéressant, c'est que il représente souvent le degré zéro de la pensée stratégique. Et après avoir vu pendant des décennies des gens venir fièrement avec leur SWOT expliquer la description du monde extérieur, on trouve ça mais totalement inadéquat. Et forcément, à partir du moment où on voit le monde super simplifié, eh ben, on n'est pas vraiment bien préparé à opérer dans le monde réel. En revanche,
ce que tu présentes, je trouve que c'est très intéressant parce que tu l'appliques à l'interne. Tu dis, regardons-nous. Et effectivement, dans ce contexte-là, je trouve que l'outil a cette force d'obliger à caractériser les faiblesses, les menaces qui peuvent venir perturber euh, l'organisation. Donc, dit différemment, en réfléchissant depuis une semaine, je me dis, on ne peut pas vraiment jeter cet outil aux orties complètement, malgré son grand âge. Et Dieu sait que nous, on aime bien les vieux outils, hein, parce qu'un vieil outil, en général, ça peut être un outil qui a prouvé son utilité. Euh, Toi, tu l'as parfois utilisé, c'est ma première question, dans un contexte de relation entre les gens ou de projet commun et de regard sur le projet commun, c'est ça? C'est vrai que bah, je l'ai utilisé en début de semaine prochaine dans le cadre d'un kick-off d'une association d'entrepreneurs. En gros, un entrepreneur qui a commencé à être rejoint par un deuxième, puis maintenant, et là c'est tout nouveau depuis le 1er juillet, par un troisième. Et donc, ils souhaitent à la fois mieux se connaître, bah, voir comment ils vont pouvoir travailler ensemble, à la fois en termes de personnalité, de caractère, tous ne se connaissent pas, mais aussi en termes de vision, de partage de la vision, etc. Et j'ai imaginé et donc proposé d'utiliser, d'appliquer aussi cet outil-là bah, pour alimenter une réflexion commune. Chacun, voilà, l'un mène cette activité depuis plusieurs années, l'autre depuis beaucoup moins longtemps, et le troisième bah, rejoint le bateau tout récemment. Là, et donc, bah, la vision sur le marché, sur l'activité, elle va sans doute être assez différente selon le degré d'expérience et de maturité par rapport au projet. Et c'est ça que j'ai pensé qu'il pouvait donner une certaine richesse. Alors, si effectivement on met que des gens dans une pièce avec les mêmes profils, ils ont tous fait l'école de commerce qui va bien, et, ils ont tous à peu près la même ancienneté dans l'entreprise, il va pas sans doute en sortir grand-chose. Mais là, dans certaines situations, et donc tu dis effectivement appliqué à l'humain, c'est pas à proprement parler à l'humain, mais à partager une vision tout simplement et à partager des angles plus ou moins de vision ou des angles morts sur un projet commun. Donc, en résumé, un outil précieux dans la boîte à outils et à essayer lorsque le moment est approprié. Voilà, prendre un peu le temps, de travailler d'abord individuellement plutôt que comme ça au débeauté, voilà, que ça parte un peu à la foire aux idées. Donc c'est idéalement une animation, du temps, donc une petite demi-journée, 3 heures au moins, et puis un phasage un peu structuré qui va déboucher effectivement sur des propositions d'action qu'on va organiser.